Bonjour à tous et merci beaucoup pour votre accueil. Ça fait toujours plaisir d'être parmi vous, c'est toujours extrêmement enrichissant et puis j'ai beaucoup de plaisir à collaborer dans le module à option depuis effectivement son début. Donc, comme vous le savez, je suis sexologue, donc jour après jour, je reçois des personnes qui témoignent de situations émotionnantes, de situations où, comme vous et moi, un jour, ils ont été patients quelque part et ils ont eu affaire à des émotions, à des vécus qui ont pu être difficiles, qui ont pu être compliqués et où, on peut imaginer, peut surgir le passage à l'acte. Donc, c'est basé sur les témoignages, c'est basé sur évidemment une revue de la littérature, sur pas mal d'études que je vais baser mon exposé de ce matin. Donc, qui s'appelle « Intrusion dans l'intimité, harcèlement et passage à l'acte » du point de vue sexologique. Donc, pour commencer, de quoi est-ce qu'on parle ? Soyons d'accord, si on peut l'être, sur ces notions quand même très très subjectives, mais pour partir un petit peu de base commune par rapport aux définitions du harcèlement sexuel, de l'agression sexuelle, du passage à l'acte surtout. Donc, pour entrer un petit peu dans le vif du sujet, je vais vous lire un peu un témoignage, mais avant de ça, excusez-moi, le plan de la conférence. Donc, de quoi parle-t-on ? Les définitions, je vais parler ensuite de 3 cas de figure, des situations explicatives, entre guillemets, disons qui donnent différentes perspectives à la situation. Ensuite, on va analyser les situations sous l'angle sexologique et avoir un petit peu de temps pour la discussion. Et maintenant, le témoignage. Donc, c'est un témoignage d'un homme de 85 ans, atteint d'un cancer, et il va vers l'opération, et il raconte « J'avais très peur avant d'entrer dans la salle d'opération. Une jeune infirmière toute mignonne m'a rassurée. Elle m'a dit qu'elle serait là à mon réveil. Elle m'a pris la main, et je me suis sentie exister à ses yeux en tant qu'homme. C'est fou ce que le toucher fait du bien. Je lui ai dit qu'elle avait de beaux yeux, et qu'elle était très gentille, et que si j'allais la revoir, j'étais motivée à faire cette opération. Elle m'a tenu la main tout du long du transfert jusqu'à la salle d'opération. J'ai mis ma deuxième main sur la sienne. Et elle a tenu parole. Elle était là à mon réveil. Pour moi, ça a fait toute la différence. Et je lui ai dit. Harcèlement, pas harcèlement, pourquoi ? Combien de personnes ici pensent harcèlement ? Combien de personnes ? Madame, oui, une personne ? Combien de personnes y voient des aspects de harcèlement dans ce comportement. Des aspects, ok ? Certaines parties, certains éléments. Ok. Qui n'y voit absolument pas de harcèlement ? Majorité. Ok. Donc, on peut voir qu'il y a certains éléments et la notion subjective. Quand est-ce que ça serait vraiment du harcèlement ? Jusqu'où est-ce qu'on peut imaginer que ça puisse aller ? À quel moment est-ce que ça deviendrait du harcèlement ? Oui. C'est le vécu de l'infirmière qui dira si c'est du harcèlement. Voilà. Donc il y a la notion subjective, la notion du vécu, comment elle va interpréter, comment est-ce qu'elle va se sentir. Donc on est dans une affaire d'émotion de l'infirmière qui, elle, va dire par rapport à mes limites, par rapport à qui je suis, par rapport à mon feeling, par rapport à comment je ressens cette situation. Et puis qu'est-ce qui va faire qu'elle va interpréter, qu'elle va vivre justement cette situation potentiellement comme un harcèlement ? Oui. Il y a le ton de comment c'est dit, les regards qui sont utilisés, les non-verbales et verbales associés à la situation. Voilà, donc il y aura le verbal, le non-verbal, l'infraverbal, il y a toutes ces codifications, tous ces signaux qui vont lui faire penser quoi en fait ? Ils vont lui faire penser, c'est quoi qui va faire la différence entre je me sens harcelée, je me sens pas harcelée ? Parce qu'effectivement, vous avez tout à fait raison, il y a le ton, il y a le volume de la voix, il y a le regard qui va avec la voix, il y a la gestuelle, la place que prend la personne, etc. Oui. Si la personne elle est sous-entendue, ou ça dépend. Après, il est sous-entendu justement les propos entendus auprès d'infirmières aussi. L'infirmière sentirait qu'il y a quelque chose entre les lignes, qu'il y a des sous-entendus, qu'il n'y a pas juste
la parole telle qu'elle est, mais il y a tout ce qu'elle veut dire, tout ce à quoi elle fait allusion. D'accord? Ok? Donc elle penserait, il y a quelque chose là derrière. C'est ça? Ok. Elle penserait qu'il y a quoi derrière? Qu'est-ce qui ferait la différence entre je me sens harcelée parce qu'il y a ça derrière ou je me sens pas harcelée parce que non, je pense pas qu'il y a ça derrière. Oui. Au niveau du harcèlement, parce qu'elle peut le prendre comme une sorte de drague, qui n'est pas forcément tout de suite du harcèlement, puisque du moment qu'elle n'a pas dit non, il ne faut pas utiliser forcément, pour moi en tout cas, le mot harcèlement. Et que par contre, si elle avait senti une sorte de drague, et qu'elle lui avait dit écoutez monsieur, là vous êtes inadéquat, et qu'il avait continué, là ça aurait été du harcèlement. Voilà, donc vous mettez le doigt sur un élément qui est malgré le non, la personne va continuer. Okay. Et ça fait sentir quoi à l'infirmière? Malgré mon non, il continue. Elle est mal à l'aise. Oui, il y a un certain malaise. Pardon. Elles se sont attaquées. Elles se sont attaquées, elles se sentent, voilà, ma limite est là, et la personne va entrer au-delà de ma limite. Elle va entrer dans ma sphère intime, au-delà de la limite que j'ai notée. Okay? Donc il y a un non-respect. Donc ça, c'est un élément dans sa subjectivité. Je me sens pas respectée. J'ai dit non, je pense avoir été claire, et ce non n'a pas été respecté. Donc il y a cette notion-là. Il y a peut-être une notion à laquelle vous pensez sans forcément avoir mis les mots dessus. C'est que peut-être que dans cette interprétation, on cherche, est-ce qu'il y a une intentionnalité ou pas? Alors peut-être qu'il y a une intentionnalité de drague, mais ok, ça peut-être, pour madame, ce serait ok. Mais c'est là où le non n'a pas été entendu, n'a pas été respecté, que ça ne devient pas ok. Donc il y a une intentionnalité autre que la drague. Il y a une intentionnalité, dans mon interprétation, de me mettre mal à l'aise peut-être, ou d'insister, de ne pas me respecter, de me faire sentir pas entendue. Ou d'autres aspects, peut-être me mettre sous pression, me forcer, m'amener à. Donc on y voit dans la subjectivité l'interprétation de qu'est-ce que ça veut dire là derrière, qu'est-ce qu'il y a entre les lignes, quel est le but, est-ce que c'est pour justement me mettre mal à l'aise, est-ce que c'est pour avoir des faveurs sexuelles, quelle est l'intentionnalité là derrière. Et je pense que dans la subjectivité de la personne, de l'infirmière en l'occurrence, il y a tous ces éléments. Bien. Donc, où commence le harcèlement sexuel? Selon la loi, des comportements répétitifs, il y a cette notion de répétition. Peut-être quand vous disiez, j'ai dit non, et pourtant il continue, il répète. Il y a cette notion de répétition d'un comportement qui a une connotation sexuelle, qui porte atteinte peut-être à la dignité en raison du caractère dégradant ou humiliant. La personne va se sentir peut-être rabaissée. Tiens, on m'attaque, on me parle de ma sexualité, on me parle de mes caractéristiques sexuelles, de ma féminité. Donc ça peut être dégradant, humiliant, ou alors qui crée une situation intimidante. J'ai peur, je me sens pas à l'aise parce que je ne sais pas jusqu'où ça va aller, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je suis dans l'incertitude, je suis dans la crainte. Donc ça peut inclure des remarques embarrassantes sur l'apparence physique, les remarques sexistes, les plaisanteries, sur les caractéristiques sexuelles ou l'orientation sexuelle. Ça peut être la présentation de matériel pornographique, certainement que beaucoup de personnes ici ont été exposées à du matériel pornographique dans les lieux de soins. Ça peut être les invitations importunes dans un but sexuel, des tentatives d'approche, accompagnées de promesses, de récompenses ou de menaces. Ou alors carrément une pression. Et c'est vrai que dans le témoignage qu'on a évoqué avant, il y avait des remarques. Vous avez des beaux yeux. Ah, si c'est pour vous revoir, je vais faire cette opération et je vais en ressortir en forme parce que c'est pour vous revoir. Il y avait des allusions. Il y avait une parole autour du sexuel, au sens large. Vous êtes une jolie femme, vous êtes charmante, vous êtes touchante, vous êtes chou. Il y avait effectivement l'introduction de quelque chose de sexuel dans le sens large dans le discours de ce monsieur, mais la majorité de vous n'avez pas perçu une intentionnalité qui serait de mettre la personne mal à l'aise. Et c'est là que la majorité d'entre vous avait mis la limite. Dans les sous-entendus, il n'y avait pas quelque chose qui vous mettait trop mal à l'aise. Il y avait des éléments, mais il n'y avait pas quelque chose qui vous a frappé, en tout cas la majorité d'entre vous, comme faisant partie du harcèlement sexuel. Et effectivement, ça c'est le premier point, c'est à quel point on est vraiment dans une notion subjective. C'est un vieux monsieur, il a 83, 85 ans, il peut être perçu comme inoffensif, il peut être perçu comme il me rappelle mon grand-père. Alors c'est un côté, vous voyez,
qu'on peut noter d'infantilisant en se disant bah, tiens, il est pas offensif, il n'est pas dangereux. Voilà, ça va dépendre de nos résonances. En tant qu'infirmière, on va vivre ça comme plus ou moins dangereux ou plus ou moins OK pour notre appareil psychique par rapport à comment on interprète cette situation, à quoi ça nous fait penser. Alors, continuons avec les définitions. Si on entre dans l'agression sexuelle, bon, clairement, là, on est dans quelque chose de physique, donc un contact physique non désiré jusqu'à la contrainte physique ou psychique, jusqu'au viol. Et puis, le passage à l'acte. Qu'est-ce que c'est que le passage à l'acte, hein? Ça, c'est une notion importante. Selon certains psychiatres, psychanalystes, on parle ici d'un surgissement, le surgissement d'un acte impulsif en lien avec la dynamique relationnelle. Donc, dans la sphère relationnelle, il y aurait quelque chose qui viendrait surgir, qui viendrait prendre toute la place et faire irruption dans la relation. Quelque chose d'impulsif. D'autres définitions parlent d'un débordement, donc de nouveau quelque chose qui surgit, qui monte. Un débordement du monde, du fantasme sur la réalité. On passe du rêve au réel. On passe à l'agir, on passe à l'acte. Ou alors, une autre définition, ce serait substitut à une parole manquante, soit impossible, soit tue. Donc on a quelque chose à dire, mais c'est le corps qui va le dire, c'est l'acte qui va le dire, c'est la parole qui va le dire, mais d'une manière justement qui n'est pas limpide. On va sous-entendre, ou on va agir quelque chose finalement qu'on n'arrive pas forcément à s'avouer soi-même, ou à avouer. Donc certains qualifient le passage à l'acte d'une tentative de sortir d'une impasse relationnelle, une contradiction, un paradoxe, quelque chose de bizarre, d'anormal, de sortir d'une impasse relationnelle et de l'angoisse d'anéantissement ou de passivité. Donc là, on peut penser à pas mal de nos patients qui sont dans une situation paradoxale. Ils sont touchés par des personnes qu'ils ne connaissent pas. Il y a intrusion dans leur intimité. Ils sont dans un contexte inhabituel et dans une relation étrange avec les personnes autour. Et pour sortir de cette impasse, il peut y avoir passage à l'acte. Voilà. Ça, c'est différentes définitions du passage à l'acte selon les psys. Vous remarquez qu'il y a deux dimensions qui sont communes au travers des différentes définitions. C'est la notion du « ça ne se fait pas », la notion de la transgression psychique, et le « ça ne se fait pas » sur le plan légal. Ça ne se fait pas parce que c'est un délit. Donc il y a ces deux aspects qu'on peut utiliser aussi pour définir ces différents comportements. Qu'en est-il de parler de sa vie intime à la personne ? Si un patient, une patiente parle de sa vie intime, est-ce que c'est déjà quelque chose de l'ordre du harcèlement ? Est-ce que c'est déjà quelque chose de l'ordre de l'érotisation volontaire de la relation ? Parce que ça arrive très fréquemment. Parler de sa vie intime. Qu'est-ce que vous en pensez ? Combien de personnes penseraient ça peut déjà être quelque chose de mal vécu ? Ça peut être déjà du harcèlement sexuel. Oui, quelques personnes. Ça dépend de l'intentionnalité de la personne derrière. Voilà, de nouveau, l'intentionnalité. Qu'est-ce qu'on attribue ? On ne peut pas savoir, on n'est pas dans la tête de la personne. Mais qu'est-ce qu'on va attribuer comme intentionnalité dans le fait de parler de sa vie personnelle, de sa vie intime ? Alors il y a des études qui ont recueilli les témoignages et qui ont essayé de comprendre effectivement quand le fait de parler de sa vie intime est perçu comme un harcèlement ou pas. Et en gros, ce que les infirmières qui ont été interrogées dans ces études nous disent, c'est que la femme patiente qui parle de sa vie intime va être prise comme « Ah tiens, elle me fait confiance, c'est plutôt agréable, c'est une confidence, elle partage quelque chose de sa vie intime avec moi, voilà, ça fait partie de mon job, ça fait partie de mes scénarios professionnels, ça c'est bon, c'est agréable. » L'homme qui va parler de sa vie intime, soit va le faire d'une manière peut-être moins, j'entre dans la confidence, et peut-être plus, je fais une remarque, je dis quelque chose, qui va être perçu par l'infirmière plus comme une proposition, comme une allusion, comme quelque chose d'une invitation volontaire à entrer dans quelque chose qui n'est pas tout à fait aisé pour l'infirmière. Donc ça dépend beaucoup du genre du patient.
les infirmières vont vraiment vivre les choses différemment, visiblement, que ça vienne de l'homme ou de la femme. Oui. Mais du coup, ça ne serait pas une dérive à se prendre en charge les gens de façon différente Oui. de par leur genre? Oui. Parce que finalement, un homme qui parlerait à une infirmière de sa vie intime, il aurait peut-être aussi envie de lui faire confiance. Et, je parle par exemple en neurologie où il y a des blessés médulaires qui n'ont plus la commande ou des choses comme ça, puis qui vont en parler à l'infirmière ou au physio ou peu importe. Si c'est mal vu par une femme, il n'y a pas la même prise en charge. Exactement. Ce que les études nous disent, c'est que la prise en charge de la femme qui va faire confiance, qui va se confier, raconter les choses et confier ses préoccupations. Tiens, qu'est-ce qui va m'arriver après cette opération, cette hystérectomie, cette opération du sein, etc. Ça va être traité par les infirmières, plus avec une tendance psycho-relationnelle. Et face à l'homme, plus avec une tendance technico-médicale. Donc la manière de faire va effectivement être différente selon ces études. Oui, monsieur. Vous parlez tout le temps de l'infirmière qui prend en charge. Oui. C'est un biais qui est bien malheureux, je m'en Voilà, excuse. mais est-ce qu'un homme, on inverserait les rôles quand la femme parle justement de sexualité pour y avoir des sous-entendus et quand c'est un homme qui lui ouvre moins harcèlement. Oui. Les études sur lesquelles je me base ont interrogé surtout des infirmières, puisque dans la profession, on a une majorité des femmes. Donc les résultats sont basés sur des témoignages essentiellement féminins. On peut tout à fait imaginer que l'homme vive les choses différemment et qu'il y ait une relation, une interprétation différente et donc une prise en charge différente. Tout à fait. Ok. Donc, évidemment, s'ajoutent à toutes ces différences de perception les réflexes biologiques qui vont être plus visibles chez l'homme. Vous avez certainement vécu des moments où il y avait des soins qui étaient donnés et où une toilette intime et où le réflexe biologique était visible. Et il y a aussi toujours cette question qui peut se poser, est-ce que c'est un réflexe et puis voilà, c'est pas volontaire, ou bien est-ce que justement mon malaise est ce qui est recherché par la personne? Ça, de nouveau, on est dans les interprétations, on est dans le subjectif. À savoir aussi que, venant d'une personne, le même comportement va être agréable, donc au-delà du genre, mais c'est simplement, voilà, le feeling avec la personne, le comportement va être vécu comme agréable ou désagréable selon le feeling, tout simplement le contact qu'on a avec cette personne. Donc, comme vous le voyez, on se pose plein de questions de l'ordre de est-ce qu'il y a un profil psychique du harceleur? Est-ce qu'il est soumis à ses pulsions sexuelles? Est-ce qu'il est finalement normal de vouloir toucher le corps du soignant? Qui est responsable? Etc. Donc, par rapport à... Oh là là, j'ai toujours la peine avec ce micro, vous m'excusez. Oui. Ça ira bien mieux comme ça. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il n'y a pas un profil psychologique pour dire, ben voilà, ça c'est le harceleur en puissance. On ne peut pas dire ça. Alors, il y a des sexoanalystes, c'est une approche voilà, qui existe de sexologie en Suisse, une de celles qu'on connaît mieux. Il y a une sexoanalyste, Suzanne Gagné, qui a beaucoup travaillé et écrit sur les délinquants sexuels, qui, elle, dit, ben, il y a des facteurs de fragilité. Il y a des facteurs donc, individuels qui sont de l'ordre, par exemple, de fuite de l'appareil psychique, qui vont faire que telle ou telle personne va plus avoir recours à un comportement sexuellement inapproprié dans des moments difficiles. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de facteurs explicatifs sur le plan personnel et psychique chez les personnes qui vont faire du harcèlement. Ce que je suis en train de dire, c'est que mon propos aujourd'hui, c'est d'aller voir quelles sont les composantes sexologiques et quelles sont les composantes de cette situation que vit le patient, la patiente, qui vont favoriser le passage à l'acte. Donc, on va regarder 3 cas de figure. Il y en a d'autres, bien évidemment. Mais simplement pour des questions de temps et de représentativité, on va regarder ces 3 cas de figure. Je propose qu'on parte des comportements et puis qu'on revienne à la personne ensuite. Donc, ces 3 cas de figure, il y a les désinhibitions dues à des facteurs médicaux que vous connaissez bien,
certainement mieux que moi, les situations de violence psychologique et les situations plutôt de débordement émotionnel. Et je vais plutôt m'attarder sur le troisième cas de figure. Dans les désinhibitions, si j'arrive à le dire, dues à des facteurs médicaux. Donc ici, on peut faire référence à des écrits de nos collègues québécois qui parlent notamment des comportements sexuels inappropriés dans le milieu de la démence et qui vont utiliser par exemple l'échelle SASBA, St. Andrews Sexual Behavior Assessment, pour observer et pour évaluer 4 catégories de comportements sexuellement inappropriés: les commentaires verbaux, les actes sans contact, l'exposition, donc l'exhibitionnisme, et les attouchements sur autrui. Donc eux, ils vont évoquer plusieurs éléments potentiellement explicatifs de passage à l'acte, dans le sens de la désinhibition des comportements sexuellement inappropriés. Les dommages dans le système frontal, eux, ils notent une corrélation avec la désinhibition, par exemple dans différents types de démence, dans la sclérose en plaques et certaines tumeurs. Ensuite, il parle de perturbation du système temporo-limbique qui serait associé à des comportements d'hypersexualité, notamment dans des accidents vasculaires cérébraux, dans des tumeurs et dans l'épilepsie. Il parle aussi de maladies impliquant le striatum, donc corrélées avec des comportements de type obsessif-compulsif, y compris une fixation sexuelle, dans le Parkinson, dans le syndrome de la Tourette, maladie de Huntington, et enfin des lésions de l'hypothalamus corrélées avec des comportements d'hypersexualité, notamment dans le syndrome Klein-Levin. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces auteurs québécois nous disent attention, on ne peut pas réduire les comportements sexuellement inappropriés à cette désinhibition due à des facteurs organiques, parce que tout simplement, statistiquement, on a relativement peu de personnes qui vont s'adonner à des comportements sexuellement inappropriés, relativement peu par rapport à tous les facteurs organiques qu'il y a. Donc on ne peut pas réduire la chose, on doit regarder d'autres facteurs aussi pour expliquer cas par cas la survenue des comportements sexuels inadéquats. Donc vraiment une analyse multifactorielle. Donc dans d'autres facteurs, il y a les facteurs hormonaux bien sûr, les facteurs cognitifs comme les erreurs d'interprétation, les pertes dans l'apprentissage des bonnes manières, les schémas d'action acquis précédemment dans la vie de la personne, donc ce qu'on a appris comme comportement de par notre vécu. Le contexte environnemental, comme l'absence du partenaire habituel, le manque d'intimité, l'environnement non familier ou sous-stimulé, et les médicaments et autres substances. Donc, ce que je veux dire avec toutes ces informations, c'est que oui, il y a des facteurs explicatifs sur le plan organique, mais qu'il y a aussi tous les autres facteurs autour, et que même les personnes spécialisées dans l'explication par les facteurs organiques nous disent attention, il n'y a pas que ça. Donc passons au deuxième cas de figure. Deuxième cas de figure ici, oui, on est en face de comportements du registre sexuel, mais on n'a pas affaire que à du sexuel. On a affaire à quelque chose qu'on peut retrouver dans différents champs, dans différents domaines, et avec différents comportements non sexuels. Donc c'est plus la relation d'emprise, c'est la violence psychique. Là, on est plus face à un jeu de pouvoir. La personne ici est plus en train de pervertir le lien, en train de chercher soit à abaisser ou, comme l'a dit un de vos collègues, de faire en sorte que la personne se sente mal à l'aise, tout simplement, se sente humiliée, se sente rabaissée, dominée. Donc là, on peut parler de manque d'empathie, de ces situations dont vous avez parlé où le non n'est pas respecté, parce que le non n'existe pas. La personne en face n'existe pas. Elle existe pour nourrir le narcissisme de cette personne qui cherche à la dominer, qui cherche à avoir l'emprise. Donc vous l'avez compris, on parle de pervers narcissiques, mais pas que. Il y a différents degrés, bien évidemment, mais on parle de ces situations où finalement l'autre en face n'est qu'utilisé, n'est pas vu dans son entièreté, surtout dans son altérité. On parle des mêmes comportements que dans les autres cas de figure, donc les comportements sexuellement inappropriés, mais on sent là quelque chose, de nouveau, on sent une notion de subjectivité, n'est-ce pas? Mais on sent quelque chose de bien particulier, on sent quelque chose d'agressif,
on sent quelque chose de violent, on sent quelque chose entre les lignes. Oui, monsieur. Est-ce que c'est pour autant de l'harcèlement sexuel? Ça peut être de l'harcèlement sexuel, ça peut être du harcèlement moral. Comme je disais, on trouve ce type de situation dans différents champs, dans différents domaines. Ça peut être l'agression, ça peut être la manipulation qui amène, mais du coup on serait, sur le plan des définitions, on serait dans le harcèlement sexuel, la manipulation pour arriver à nos fins. Alors ça peut être des fins sexuelles ou alors des fins de se nourrir de la souffrance de l'autre. Donc ici, on perçoit quelque chose de très agressif, de très violent, psychologiquement, une violence assez inouïe, vraiment très très intense, dans les paroles, dans la mimique, dans le manque de respect, dans la non-écoute, le fait de se sentir pas exister pour l'autre. Donc pour Accamier, par exemple, l'autre devient un objet non-objet. Et la jouissance est obtenue au travers du détriment, au travers de la souffrance de l'autre. Donc on est dans quelque chose de très particulier qui n'est pas majoritaire, mais voilà, c'est une situation quand même qui est tellement délétère pour la victime que ça vaut la peine d'en parler. Et quand on est dans une situation qui nous fait penser à ça, alors à certaines périodes on voyait des pervers narcissiques un peu partout, on en est revenu, néanmoins ces situations existent et valent vraiment la peine d'en parler avec les collègues, de s'ouvrir, de ne pas rester seul. Parce que le risque de retournement, où c'est nous-mêmes qui nous sentons coupables, à côté de la plaque, pas adéquat, est très très grand. Puisqu'il y a cette manipulation et souvent voilà, un retournement de la situation. Donc ne pas rester seul avec ça et vraiment dénoncer ces comportements pour pas... De toute façon, le pervers narcissique fait beaucoup de dégâts, mais autant se protéger en restant pas seul avec ça. Et puis, donc ça c'est le deuxième cas de figure que je voulais aborder avec vous. Le troisième cas de figure étant celui du débordement émotionnel. Et puis là donc, on est dans une dimension du fonctionnement sexuel, puisque vous le savez, dans la sexualité, il y a plein de composantes, y compris la composante de la gestion émotionnelle. Donc c'est en tant que sexologue là que je vous parle. De nouveau, les comportements peuvent être les mêmes que dans les autres cas de figure. Le harcèlement, les remarques inadéquates, l'exhibitionnisme, la masturbation en public, les sollicitations pour des faveurs. Tous des comportements qui sont perçus comme anormaux, qui sont perçus comme injustifiables et donc pervers. Sauf que là, on n'est pas dans une situation de perversion ou de perversité, on est dans une situation de non-gestion émotionnelle. On va le vivre en tant qu'infirmière, en tant que soignant, en tant que soignante, comme pas normal. Et là, je poserai la question, mais finalement, est-ce qu'on est dans une situation normale ? Et qu'est-ce qui, dans le fonctionnement sexologique de la personne, du patient, de la patiente, qu'est-ce qui est mis à mal et qu'est-ce qui fait qu'elle n'est pas du tout dans une situation de normalité par rapport à son fonctionnement sexuel. Donc, regardons ensemble les différentes composantes du fonctionnement sexologique normal ou habituel ou dans d'autres contextes et voyons ce qui est mis à mal pour la personne qu'on a en face. Pour comprendre cette montée émotionnelle qui est très difficile à gérer ou peut être vraiment très difficile à gérer. Donc, dans les composantes du fonctionnement sexologique, on a le désir sexuel. Alors, est-ce qu'on a le désir sexuel quand on est dans une situation de soins ? Faut dire qu'on n'est pas spécialement... ce désir n'est pas spécialement fort. Ce qui peut être là, bien sûr, parce que c'est toujours là, c'est la pulsion. La pulsion biologique peut être toujours là. Par contre, le désir sexuel, c'est autre que la pulsion biologique. Le désir sexuel va être le rêve, l'anticipation positive, la connotation érotique de ce rêve, le fait de se réjouir, le fait d'avoir envie d'aller vers l'autre. Donc il y a un certain nombre d'ingrédients de ce désir sexuel qui manquent. Le fait d'être bien dans son corps, de se sentir un minimum attractif pour l'autre, l'érotisation de la distance. Oui, il peut y avoir un désir, mais pour moi, c'est pas tant un désir sexuel, je crois, qui va être sollicité, mais plus le désir d'être rassuré, le désir peut-être de tendresse, le désir d'être
vu comme homme, vu comme femme, le désir de se sentir vivant. Mais le désir sexuel qui implique le rêve érotique, qui implique l'érotisation de la distance, ça, c'est mis à mal dans une situation où on est fragilisé dans notre corps, où on n'est pas voilà, dans une situation qui va favoriser le rêve. Une autre composante, c'est la possibilité de lâcher prise. Est-ce qu'on peut lâcher prise quand on est dans cette position de soigner le patient ? Pas tant, non, parce qu'on est en train de vouloir contrôler. On veut contrôler notre corps, on aimerait qu'il redevienne efficace, qu'il soit soigné le plus vite possible et qu'il soit à nouveau fonctionnel. Donc, pas forcément des notions très très érotiques ou une vision très très érotique de notre corps. Est-ce qu'on peut, dans une situation comme ça, être dans l'érotisation de l'autre et l'érotisation de la conquête ? C'est un peu particulier, oui, on peut fantasmer sur l'infirmière sexy, mais cette infirmière, tout à coup, est sur nous, en train de nous toucher, en train de franchir toutes les étapes qu'on a dans notre esprit par rapport à la séduction habituelle qui prend peut-être 10 étapes ou 15 étapes, et tout à coup, l'infirmière est en train de nous manipuler dans des endroits érogènes de notre corps, comme si toutes les étapes d'avant avaient été franchies. Donc quelque chose, comme je vous disais avant, une impasse, un paradoxe, quelque chose de bizarre. Nous voilà chamboulés, tous nos repères sont chamboulés, on n'est pas dans une notion de conquête. On ne peut pas avoir ce plaisir de conquérir l'autre, alors que l'autre est tout de suite en train de nous toucher d'une manière très très intime. Les codes de séduction sont complètement brouillés. Non seulement le toucher est quasiment immédiat, mais la personne est là pour nous. Elle nous écoute, donc l'infirmière. Elle nous écoute, elle prend soin de nous. Quelque part, elle nous materne. Elle prend soin de nos besoins de base. Donc ce toucher intime, ce lien, dans ce contexte vulnérable aussi, réactive soit le sentiment d'être comme un petit enfant qui est soigné, qui est cocolé, soit je suis aimée, elle me touche parce qu'elle m'aime. Donc soit on va réactiver cette affection, cet attachement, et on va en demander plus parce que aime-moi, prends soin de moi, touche-moi encore plus parce que je me sens comme un bébé materné et c'est tellement bon. Soit réactive un sentiment conjugal. Tiens, elle me touche parce qu'elle me désire, parce qu'elle est amoureuse de moi. Et là aussi, donne-moi plus parce que c'est tellement bon d'être aimé. Et peut-être aussi le fantasme, tomber amoureuse, tomber amoureux. On est dans une situation où on peut s'imaginer une histoire amoureuse. Donc, dans les deux cas, les codes de séduction complètement brouillés nous amènent à réactiver un positionnement qui peut nous amener à demander plus, et effectivement demander plus de la manière qu'on peut, qui n'est pas aisée dans ces situations. Le soignant, il pose des actes qui parlent à la dimension sexuelle de la personne au travers du corps, du toucher, et le patient, il doit gérer ça sans les outils dont dispose l'infirmière. La mise à distance, la distance professionnelle, vous avez tous travaillé et élaboré, les collègues pour débriefer, le recours au scénario professionnel, tous les moyens qu'on a pour éviter l'érotisation de la relation, comme couvrir les parties du corps, porter des gants, ne pas parler de soi, etc. Donc le patient, il ne peut pas avoir recours à tous ces outils qu'on a. Une autre composante de la sexualité, c'est se sentir sûr de soi en tant qu'homme, en tant que femme. De nouveau, cette composante, elle est mise à mal dans cette situation de soin. Le corps est fragilisé, le sentiment d'attractivité est mis à mal. Parfois, les réactions physiologiques, comme l'érection ou autres, sont pas très fiables. On est dans une situation de défaillance. L'impression que notre corps nous trahit. Et pourtant, on se situe encore en tant que femme, en tant qu'homme. Que dire de cette patiente de 83 ans qui, au milieu de la nuit, demandait un peigne pour se préparer à la venue du médecin parce qu'elle n'avait pas eu le temps de se peigner. La coquetterie est encore là à 83 ans, au milieu de la nuit, dans une situation de rencontre, de présentation en tant que femme à un homme. Et enfin, on vient donc à la charge émotionnelle. Le patient dans cette situation fait face à une intensité émotionnelle très inhabituelle et surtout indicible. Pourquoi ? Parce qu'ici on parle de ces émotions vulnérables, les émotions qui sont très difficiles déjà à s'avouer à soi et parce qu'elles sont difficiles à identifier, à mettre les mots dessus et ensuite à exprimer, comme la peur.
la peur de la douleur, de la dépendance, et jusqu'à la peur de la mort. Le sentiment d'impuissance, la solitude, le sentiment d'injustice, le sentiment d'être invisible, de ne plus exister en tant qu'être sexué, et enfin même la honte d'un corps qui doit être lavé comme une chose. Donc le corps dit toutes ces inquiétudes, toutes ces craintes, soit par une fermeture, une crispation, soit par une agitation, je n'apaise rien. Encore pire, dans toutes ces émotions vulnérables, c'est l'angoisse diffuse, à laquelle on ne peut pas s'attaquer, parce qu'elle n'a pas un objet précis, c'est un mal-être général. On n'arrive pas trop à dire de quoi on a peur, mais on se sent mal. Et ça, l'angoisse, l'anxiété, on sait que c'est une émotion qui va monter. Chez certains, très très brusquement, passage à l'acte très rapide, mais diffus, c'est-à-dire par petites doses, donc peut-être plus acceptable pour soi et pour l'autre. Ou alors, cette angoisse va se terrer de manière sournoise, derrière une façade lisse, et à un moment donné, faire éruption de manière violente. Et là, on a des passages à l'acte plus violents, plus radicaux, chez cette personne qui va taire l'angoisse pendant un moment. Il y a un passage à l'acte qui est souvent incompris, et par la personne, parce que vraiment, voilà, ça ne me ressemble pas, ça c'est pas moi, et incompris par l'entourage, bien sûr. Et ensuite, pour continuer un petit peu sur ces composantes du fonctionnement sexuel, on parle de repères sensoriels qui nous aident dans la gestion des émotions. Ce qui se passe, c'est que pour moduler nos émotions dans la vie courante, on utilise entre autres notre corps. On va utiliser la respiration, on va utiliser le fait de bouger, de faire des mouvements, de prendre de la place. Ceux qui ont suivi le module à option, les lois du corps. On va utiliser la place, on va utiliser le mouvement pour apaiser les émotions, pour moduler les émotions, pour gérer les émotions. Y compris les émotions comme l'angoisse, y compris les émotions, comme on disait avant, vulnérables. Le soignant, dans la situation où il est, a moins facilement recours à son corps pour gérer l'émotion. Il est dans une situation où son rapport au corps est particulier. Son corps le trahit, il ne lui fait pas confiance. Il est dans une situation d'incertitude par rapport à comment il va pouvoir gérer ses émotions par son corps. Ça va être inconscient, on est bien d'accord. Il va plutôt, c'est le cas, quand on est dans une situation de fragilité, on va faire le contraire de ce qui pourrait nous aider. On va plutôt contracter les muscles, on va plutôt respirer de manière haute, on va plutôt se faire petit. Et donc l'émotion, dans un corps qui est rigide, qui est contracté, qui ne respire pas beaucoup, qui ne bouge pas beaucoup, qu'est-ce que cette émotion va faire, notamment l'angoisse? Elle va monter comme dans le premier contenant, le contenant rigide. Un contenant, imaginons notre corps comme un contenant, cette émotion va être restreinte. Et à un moment donné, va faire irruption dans un passage à l'acte, quel qu'il soit. Alors que dans la vie quotidienne, ou quand tout va bien, entre guillemets, ou quand vraiment on maîtrise bien cette gestion de l'émotion va se diffuser dans un contenant qui ressemble plus au deuxième contenant, un contenant souple, un contenant qui peut donc accueillir plus d'émotions, puisqu'il va prendre de la place. Si je respire, si je bouge, vous en avez certainement fait l'expérience, vous avez une émotion qui monte, vous bougez, vous criez, vous chantez, vous respirez, vous exprimez quelque chose, vous expirez, d'accord? Donc le patient, il va avoir tendance, dans cette situation de fragilisation corporelle, à ne pas pouvoir compter sur son corps, à ne pas pouvoir utiliser ses outils habituels de gestion émotionnelle. Donc la difficulté de nuancer cette émotion, c'est une des dimensions sexologiques, si on regarde vraiment les différentes composantes, et la personne risque d'autant plus d'être envahie et débordée par son émotion. Vous l'avez compris, sous l'angle sexologique, c'est justement le fait de vouloir contenir, contrôler et être handicapé dans cette quête de contexte, de contrôle par le contexte et par le corps, qui ouvre la porte au passage à l'acte. Pourquoi tant vouloir contrôler la pulsion, le corps ? De un, parce que le corps n'est pas vécu comme un allié, forcément, dans une situation de soins, de maladie, de handicap.
De deux, parce que le désir sexuel a mauvaise presse. Aujourd'hui, de par tout ce qui se passe dans le monde, on y a fait référence. Les choses font que exprimer un désir aujourd'hui, c'est sacrément compliqué. Exprimer qu'on a envie de se positionner comme homme est sacrément compliqué. Les femmes aujourd'hui parlent beaucoup plus de la gêne d'être regardées. Je le vois en consultation tous les jours. Elles me parlent de la gêne qui est ambivalente parce qu'il y a un truc agréable et un truc désagréable dans le fait d'être regardée par l'homme, d'être désirée de manière ouverte par l'homme. L'homme, de son côté, de plus en plus, a peur d'être vécu comme inconvenant, dérangeant, trop là. Il a peur d'être accusé, tout simplement. Donc les rapports sont devenus quand même assez compliqués et le fait de se positionner dans le désir est devenu compliqué. Le fait même de parler de sexualité, on le sait, avec même un personnel soignant, n'a jamais été facile, n'est pas donné. En 2014, Angélique Schweitzer a sorti sa thèse sur comment on parle et comment les gynécologues nous parlent de notre vie intime, et elle a bien relevé à quel point nous n'osons pas parler de notre vie intime, même avec notre gynécologue, qui est quand même un interlocuteur qui devrait être privilégié, et que le gynécologue non plus ne se sent pas habilité, ne se sent pas apte, et se sent dérangeant de venir nous parler de notre vie intime. Donc la sexualité, pour beaucoup de raisons, ça semble inapproprié même d'en parler. Ensuite, le corps, il est l'objet d'attention dans la relation professionnelle avec le soignant. C'est au travers de ce corps qu'on existe aux yeux de l'autre. Donc on ne veut pas risquer cette relation, elle nous est cruciale. Et enfin, le corps désirant, il est simplement vu comme encombrant, perturbateur des routines professionnelles du soignant, de la soignante. Donc pour toutes ces raisons, et certainement d'autres, on est dans ce contrôle. On veut que la personne se contrôle, et la personne aimerait se contrôler, contrôler cette charge émotionnelle, contrôler sa pulsion, son désir. Mais comme vous l'avez compris, sur le plan sexologique, il ne s'agit pas de maîtriser, de contrôler. Il s'agit plutôt de moduler, de diffuser, de réguler, de jouer, de se nourrir intérieurement du sentiment d'être en vie. Donc on doit trouver des moyens de valider les émotions et de gérer les émotions et les besoins afin qu'ils ne jaillissent pas dans un passage à l'acte destructeur pour chacun. En conclusion, donc, dans tout ça, on a parlé des comportements. Si on passe de nouveau du comportement à la personne, je redirais que, comme on l'a vu, on n'est pas dans une situation normale. Donc, la personne ne peut pas avoir recours à ces outils normaux, entre guillemets, de gestion de l'émotion. Il ne peut pas faire référence au code habituel de ce qui est normal ou pas. Comme on l'a dit, on se situe dans une certaine mesure dans la subjectivité de chacun, de chacune. C'est clair qu'une infirmière qui se sent harcelée ne va pas transmettre les mêmes choses, elle ne va pas avoir la même attitude qu'une infirmière qui, pour x, y raison, qui lui appartiennent, qui appartiennent à la situation, ne va pas se sentir harcelée. L'infirmière qui veut désexualiser à tout prix la relation, elle a différentes manières de faire. Et peut-être qu'elle va banaliser ou ignorer les besoins du patient. Elle va peut-être le gronder, elle va peut-être éviter les contacts. Elle va peut-être ne plus vouloir effectuer les soins seule. Elle va demander à une collègue d'être là. Elle va, en gros, nier que derrière les comportements sexuellement inappropriés, il y a une personne avec des besoins et avec des émotions. Dans certaines situations, comme on l'a dit avant, par exemple avec des patients plus âgés, elle va peut-être infantiliser la personne en participant même aux blagues, aux plaisanteries, un peu pour dire il est inoffensif, c'est pas grave. Mais du coup, elle va faire passer un message à cet homme qui essaie de se positionner en tant qu'homme, qu'il est vu comme un enfant, qu'il est vu comme finalement pas très homme. Ou alors, elle va lui renvoyer l'image d'un pervers. Donc ça va être, soit je me sens vu comme un enfant, parce que ce que je suis en train de dire est banalisé, soit je suis vue comme un pervers.
alors qu'ils cherchent à s'affirmer comme hommes. L'ajustement réciproque respectueux nécessite entre autres et ça c'est important, de savoir au juste de quel besoin on parle. Est-ce que c'est un besoin sexuel? Est-ce que c'est un besoin affectif? Est-ce que c'est un besoin de se sentir homme? Est-ce que c'est un besoin de se sentir libre? Etc. etc. De deux, d'avoir fait un travail sur soi en ce qui concerne nos propres représentations, nos propres aisances ou pas à parler de sexualité, à communiquer sur la sexualité. C'est clair que quand on parle de la sexualité de nos patients, on est en train de parler de la nôtre, on est en train de parler de nos références à nous, de nos limites à nous, de nos besoins à nous. Donc plus on peut avoir fait un travail sur nous, plus on va pouvoir se positionner respectueusement et adéquatement pour soi et pour l'autre. Et ensuite pouvoir donner de la place au dialogue sur le sexuel et sur les émotions. Oser questionner, oser reformuler, oser recadrer. Ce qui demande également des formations. Et ces formations, il y a le module à option, il y a par après d'autres formations qu'on peut suivre. Elles sont extrêmement importantes. On n'improvise pas la discussion, la parole autour du sexuel. Les psychologues, par exemple, doivent faire des formations complémentaires, sinon ils n'osent pas aborder le sexuel dans leur pratique, alors que quand on consulte un psychologue, on pourrait se dire, la sexualité fait partie de notre vie, c'est assez logique d'aborder le sexuel. Et pourtant, non, la grande majorité de personnes ne vont pas parler de sexuel avec leur psy, parce que le psy va transmettre un message de malaise par rapport au sexuel, à moins d'avoir fait tout un travail sur soi, vraiment spécifique, sur les représentations et sur notre propre vécu de la sexualité. Donc l'idée, c'est pas de tolérer le harcèlement sexuel, mais de le recadrer, peut-être de prévenir, en reconnaissant tous les différents enjeux sexologiques et émotionnels qu'il y a là derrière, et qui s'entrechoquent derrière tout passage à l'acte. Je vous remercie pour votre participation et votre écoute.